Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire organisé à un Belk régional en 2026. Je vous donne quelques petites consignes de connexion pour que l'on puisse, dans un premier temps, procéder à une présentation et dans un deuxième temps, on pourra allumer les caméras et faire plutôt un système d'échange en mode réunion. Donc, pour le début, je vous invite à couper vos caméras, vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat pour que nous puissions les compiler et faire un petit retour en fin de webinaire. Et juste à titre d'information, donc ce webinaire est enregistré pour sa rediffusion sur notre site internet. Aujourd'hui, nous vous accueillons avec l'équipe de France Éducation Internationale en compagnie donc de Rosa Duarte, directrice adjointe du DLF et responsable de l'unité formation. Corinne Knapp aussi, mais je ne l'avais pas mise sur notre diapo, elle apparaîtra sur nos contacts. Responsable adjointe également du DLF et responsable de l'unité gestion cette fois-ci. Mayara Bonnefin, qui est assistante de projet et chargée de communication pour le dispositif des Belk régionaux, et moi-même, donc chef de projet des Belk régionaux, pour répondre à toutes vos questions. Nous serons en bonne compagnie puisque nous avons deux de nos partenaires qui représentent le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Juliette Salabert, adjointe à la sous-directrice et responsable du pôle coopération éducative francophone. Et pour la FIPF, donc la Fédération internationale des professeurs de français, Diego Fonseca, secrétaire général. Nous aurons également le plaisir de partager des retours d'expérience avec deux des postes organisateurs 2024, donc pour le Belk États-Unis, Benoît Labat, attaché de coopération universitaire, et pour le français au Consulat général de France à Los Angeles, et Yoel Kidan, qui est chargé de coopération éducative, cette fois-ci à l'ambassade de France aux États-Unis. Un deuxième poste s'est joint à nous, donc on le remercie vivement. Ce sera donc pour le Belk Estonie, Guillaume Raboutot, attaché de coopération pour le français. Alors actuellement à l'ambassade de Suède, mais anciennement en poste à l'Institut français d'Estonie. Alors, tout d'abord, je vous dis quelques mots du dispositif du Belk régional. Donc, Belk, souvent on nous pose la question, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, ce dispositif existe depuis 50 ans maintenant, et plus de 50 ans d'ailleurs. Et donc, sous cet acronyme, on peut découvrir qu'il s'agit du Bureau d'études des langues et des cultures. Voilà pour votre information. Ces formations sont reconnues à l'international. Elles sont proposées en France l'été et l'hiver via notre Belk France et toute l'année dans le reste du monde. Elles sont destinées, alors ces formations sont destinées aux enseignants formateurs de et en français, aux responsables pédagogiques, aux cadres éducatifs, voilà, tous les acteurs du français dans le monde. Depuis 2012, nous comptons déjà 41 sessions. Près de 4000 bénéficiaires et on compte entre 4 et 8 Belk régionaux par an. Et nous mettons à disposition des postes volontaires, un catalogue de plus de 100 modules qui sont donc proposés par le département langue française. Concernant le dispositif des Belk régionaux, quelques prérequis pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Tout d'abord, en termes d'effectifs, pour que cet événement soit aussi un événement d'ampleur et assez visible, nous avons comme prérequis de déjà avoir au moins trois pays, mobilisés dans l'organisation de cet événement. Donc, un pays organisateur et deux pays partenaires. Le minimum en termes d'effectifs, donc c'est 60 participants, dont au moins 40 qui exercent dans le pays organisateur. Petite nouveauté depuis l'année dernière, donc nous proposons également des Belk que l'on appellera des Belk pays.
Donc cette année, ça pourrait être le Belk Égypte et Belk Vietnam, même si on peut également avoir des pays qui se sont joints ensuite. Donc ici, dans ce cadre-là, nous demandons un minimum de 80 participants à cet événement. Voilà, en termes d'effectifs. Sur les modalités, donc le format des Belks régionaux se déroule sur 5 jours et 30 heures. C'est une semaine de formation intensive qui est également marquée de temps forts qui peuvent se dérouler sous forme de conférences, d'ateliers avec les éditeurs et aussi d'activités culturelles. Concernant les formateurs, un de nos prérequis également, donc, c'est de pouvoir compter entre 50% à 100% de formateurs FEI et de compter sur 50% de formateurs locaux maximum. L'idée, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur l'expertise locale que vous pouvez avoir sur place, bien évidemment. Mais pour avoir cette étiquette BELC, effectivement, nous comptons au moins la moitié des formateurs issus de FEI et de notre vivier du DLF. Le lieu de formation, bien évidemment, donc nous sommes assez vigilants sur la qualité des salles de formation. Donc, lorsque vous déposez une candidature pour accueillir un BELC régional, vraiment dès le début, ayez en tête un lieu de formation qui est en mesure d'avoir des salles assez grandes et avec des mobiliers adaptés à ces sessions de formation et également des connexions Internet stables, ce qui permet une formation de bonne qualité tout au long de la semaine. Voilà pour les prérequis. Si vous avez d'autres questions sur ces formats, n'hésitez pas à nous contacter ou à l'écrire dans le chat. Donc, je vais laisser la parole à Juliette Salabert qui va vous répondre sur quel financement et nous en dire un petit peu plus sur les conditions de financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien, bonjour à toutes et à toutes. Merci Flora et à toute l'équipe de FEI, l'équipe des Belges régionaux de me donner la parole. Moi, je suis évidemment ravie d'être avec vous pour ce webinaire autour d'un dispositif qui me tient à cœur, pour ceux qui me connaissent du fait de mes anciennes fonctions à FEI, et surtout d'un dispositif dont je connais la qualité pédagogique et l'impact à la fois en termes de renforcement des compétences professionnelles, en termes aussi de mutualisation, cohésion, esprit d'équipe, réseau, et aussi en termes de visibilité pour le poste qui est le pays hôte, le pays d'accueil de ce BELC. C'est une véritable preuve par l'exemple de l'attractivité de la langue française et de la francophonie. Donc, du point de vue du MAE, le BELC régional, c'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui est pour nous un véritable levier de la qualité des apprentissages. Il répond aussi, ça je fais ma petite piqûre de rappel à nos objectifs prioritaires qui sont ceux de la feuille de route présidentielle pour le plan langue française et plurilinguisme, votre Bible à tous, votre pain quotidien, dont vous connaissez tous les domaines, évidemment, au premier rang desquels le soutien aux systèmes éducatifs locaux. Pour vous donner une idée, le réseau culturel dans son ensemble, chaque année, forme environ 40 000 enseignants d'eux et en français par an. Alors évidemment, c'est rien face aux besoins colossaux que l'on connaît en termes de formation des enseignants d'eux et en français dans le monde, mais pour autant, c'est toujours quelque chose et le BELC régional est là aussi un outil efficace qui apporte sa pierre à l'édifice de la formation initiale et continue des enseignants. Et puis, ce dispositif de formation aussi, souvent, quand vous programmez dans le catalogue de l'offre de formation que propose FEI, vous programmez des modules qui correspondent évidemment à nos priorités stratégiques, nous, au département, qui sont de l'ordre de trois priorités. Je pense notamment au français professionnel, qui est vraiment un champ qu'on essaye d'investir, à l'enseignement bilingue, les DNL, là aussi, vraiment chantier prioritaire pour nous. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis au renforcement linguistique des enseignants de français. Voilà, ça, ce sont nos trois domaines d'action où il y a une demande forte. On essaie de répondre à cette demande. Et puis, il y a aussi potentiellement un avenir pour la langue française et son attractivité. Donc voilà un peu notre point de vue MAE, comment on voit ce dispositif. Et puis,
C'est la raison aussi pour laquelle nous, on a décidé de venir un peu à l'appui de ce dispositif. Il y a un historique, effectivement. Il y a quelques années, c'était l'Institut français qui apportait son soutien, l'Institut français Paris, qui apportait un soutien financier au Belk régional. Et puis, l'Institut français Paris a décidé de créer des moments un peu forts de rencontres entre attachés. On sort la semaine dernière d'une rencontre régionale qui s'est tenue à Yaoundé au Cameroun avec un besoin de rassembler les attachés coopératifs de la zone. Et donc, effectivement, on a eu ce dialogue avec l'Institut français pour un peu répartir les forces. Pour nous, MAE, LFE, il nous semblait évident d'appuyer notre soutien à la formation des enseignants. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient apporter un soutien financier à quatre belges régionaux par an, et l'Institut français, lui, a pris le relais en termes de dialogue, d'expertise, de dialogue culturel entre les attachés d'une zone. Nous, ce qu'on retient surtout, c'est, après toutes ces années Covid, un besoin très fort d'échange régional et d'échange en présence. Ça, je crois que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point. Il faut vraiment revenir à ces temps forts. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'on apporte notre appui. Et puis, notre volonté, elle a été aussi d'essayer peut-être de vous apporter un appui, je dirais, plus conséquent. On s'est longtemps demandé est-ce qu'il fallait apporter un appui à tous les postes qui voulaient porter un BELC régional, mais évidemment, notre enveloppe étant réduite, cela voulait dire peut-être un peu saupoudrer les appuis et donner un appui qui n'était peut-être pas assez conséquent pour faire vraiment de cette opération localement un événement d'ampleur. Et donc, on a décidé de n'apporter qu'un appui qu'à 4 pays dans le monde, dans des zones différentes, mais plus important en volume financier pour vous permettre d'avoir des actions à plus fort impact. Donc, voilà un peu, je dirais, l'historique de notre nouveau soutien. Et puis, Diego le dira aussi, l'idée, c'était aussi d'arrimer à ces belges régionaux l'ensemble de l'équipe France. Et quand je dis l'ensemble de l'équipe France aussi, c'est d'arrimer les associations des professeurs de français de manière plus systématique, puisque cette boucle n'avait pas toujours été bouclée. On a beaucoup travaillé avec Diego avec la FIPF, pour que les professeurs, les associations de profs de français, les jeunes professeurs de la FIPF puissent venir se professionnaliser et bénéficier eux aussi de ces formations régionales. Donc, ça, c'est un petit peu notre point de vue. Flora, est-ce que tu veux que je développe un petit peu maintenant les conditions ou que je laisse peut-être un petit peu Diego enchaîner sur son point de vue, comme vous voulez. Bah, écoute, si tu es d'accord pour présenter les conditions du soutien financier, allons-y. Ok, d'accord. Donc, effectivement, donc là, cette année, depuis l'année dernière, vous savez que l'année dernière, on a eu une année très, très belle pour la langue française parce qu'il y avait le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Villers-Cotterêts, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, donc on avait une enveloppe assez conséquente et vous avez dû voir, on a multiplié les actions en faveur de la coopération éducative. Donc, on a pu apporter un appui à 4 BELC régionaux qui vont se tenir là maintenant. Certains se sont tenus sur l'année 2025, le Vietnam, l'Égypte, l'Allemagne et l'Angola. Et donc, on a choisi d'apporter 4 appuis et on avait une belle enveloppe. On a apporté un appui à chaque BELC régional d'environ 20 000 euros. Ça, c'est ce qu'on a pu faire cette année. L'année prochaine, nous allons évidemment continuer à apporter un appui à 4 BELC régionaux par an. Je ne peux pas vous donner le montant exact de l'appui puisque je n'ai aucune idée du budget que LFE aura l'année prochaine, mais soyez assurés que c'est dans nos priorités qu'on essaiera de maintenir un appui aussi fort. Donc ça, on en reparlera l'année prochaine. Alors, vous allez me dire comment on choisit cet appui, quels sont nos critères, puisqu'évidemment, on en a pour sélectionner les postes que nous allons aider. Au niveau qualitatif, ce n'est pas forcément toujours notre priorité puisqu'on fait confiance à France Éducation Internationale sur la qualité de la formation. On n'a pas de doute sur la qualité pédagogique des porteurs de projets. Nous, ce qu'on regarde, c'est déjà les primo-demandants. Il y a quand même, depuis 2012, tu le disais, Flora, il y a beaucoup de BELC régionaux et donc on essaye évidemment de favoriser des postes où aucun BELC régional ne s'est déployé. Ça, vous le comprendrez assez aisément. On regarde aussi le nombre de pays touchés. L'important pour nous, c'est vraiment l'impact, c'est combien de professeurs, de participants on va pouvoir toucher. Donc, quand on parle de 60, c'est un seuil pour nous, pour un BELC régional. Pour nous, c'est un très petit BELC.
Pour moi, un BELC régional un peu d'envergure, c'est 80, 100 personnes au moins. Donc, il faut qu'il y ait évidemment un impact aussi en termes quantitatifs de personnes touchées. Et puis, on regarde aussi l'intérêt politique de la proposition. Alors, vous voyez, cette année, on appuie l'Angola à la fois parce que l'Angola n'avait jamais porté de BELC régional en Afrique. Je parle sous le contrôle de Rosa qui nous écoute. Et puis aussi parce que l'Angola venait juste de changer de statut dans le cadre du nouveau sommet de la francophonie et de devenir membre observateur. Donc, c'était une opportunité politique aussi pour le pays qui portait cette action. Vous voyez, c'est aussi des regards pour nous. On regarde aussi l'opportunité du projet, je dirais, à l'aune du plan stratégique éducation. Vous savez qu'on a demandé aux postes diplomatiques de rédiger leur feuille de route stratégique sur les 3 prochaines années. C'est les plans stratégiques éducation français 2024-2027. Donc, on regarde comment ce projet s'inscrit dans cette stratégie globale. On regarde aussi effectivement les actions des postes qui peuvent mener parallèlement. Je pense notamment aux FEF qui peuvent porter. Donc, vous voyez, on a une vision un peu globale. On va aussi euh, prioriser des postes qui vont chercher dans l'offre de formation des modules qui sont prioritaires. Je vous ai parlé du français professionnel. C'est vraiment un vecteur qu'on cherche à développer parce que c'est pour nous la preuve, par exemple, que le français est une langue d'avenir d'employabilité. Il faut qu'on arrive à transformer l'essai et à montrer qu'effectivement le français professionnel ouvre des portes aux jeunes et aux jeunesses francophones. Donc, effectivement, tous les porteurs de projets sur ces thématiques de français professionnel auront notre intérêt. Toutes les thématiques qui sont liées aussi au DNL, l'enseignement des DNL et à l'enseignement bilingue, qui est pour nous le vecteur de levier des effectifs de la francophonie, on y sera attentif aussi. Et je vous parlais aussi du renforcement linguistique des enseignants, puisque vous êtes tous sur le terrain et vous savez comme moi que la francophonie doit se défendre et elle doit se défendre aussi en termes de maîtrise de la langue française. Donc voilà, ça c'est notre scope évidemment, mais on partage, vous et nous, vous sur le terrain et nous ici en centrale, les mêmes chantiers, les mêmes objectifs. Après, notre dernier regard, ce sera aussi la réalité de vos moyens, puisqu'on les connaît. Donc, on regarde aussi, on regarde l'envol des SCAC et puis de votre accès ou non à des aides. Alors, je passe particulièrement, je pense, à la zone Europe, et c'est la raison pour laquelle on aide l'Allemagne cette année. Vous savez que les pays, vous le savez, Guillaume en parlera peut-être aussi, mais il y a des pays qui ne sont éligibles à aucun FEF et qui ont une toute petite enveloppe de coopération. Donc, il faut aussi pouvoir les aider des pays qui souvent en plus sont perçus comme des pays riches, je pense à l'Allemagne, mais qui sur le terrain, ou l'Italie d'ailleurs, c'est la même chose, ont très peu de moyens et peu de sources de financement externe. Donc on essaye d'être juste, si vous voulez, en connaissance des moyens humains et financiers de chacun des postes. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire aussi, on est attentif au double guichet, parce que là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très attendu, surtout dans le contexte actuel de redevabilité de l'argent public. On essaye de ne pas aider des postes qui auraient eu sur cette action de formation déjà des financements dans d'autres cadres. Par exemple, je pense au fonds de l'Institut français, les fonds langue française. Vous ne pouvez pas à la fois demander une aide de l'Institut français sur le fonds de langue française, plus une aide du département. Évidemment, il faut essayer de répartir la charge et de faire en sorte que les crédits soient partagés également à tout le monde. Voilà un peu le cadre de notre discussion, mais c'est une discussion qu'on a, je dirais, un peu collectivement avec FEI, avec nous et avec les postes aussi. L'idée étant si on ne vous accepte pas cette année, de vous accompagner pour proposer une demande peut-être l'année suivante dans une idée de circularité de ces formations. Donc voilà ce que je peux dire, mais de toute façon, je reste connectée et prête à répondre à vos questions plus précisément si vous en avez. Juste quelques mots pour remercier donc les postes qui se sont positionnés sur 2025, remercier les collègues de 2024. J'ai eu la chance d'assister à la gestation de ces BELC, mais je ne les ai pas vus. Merci à l'Estonie et merci aux États-Unis pour ces deux beaux BELC et puis votre témoignage. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui postuleront, je l'espère, pour les BELC en 2026. Maintenant, Diego, je te laisse la parole. Merci Juliette pour ces informations précieuses, effectivement, pour candidater pour 2026. Diego, je te laisse la parole donc, pour la FIPF et également pour préciser les conditions de soutien de ton institution. Merci Flora, merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, petit rappel, donc l'AFIPEF, nous fédérons donc des associations de professeurs de français dans 130 pays. Donc, a priori, vous en avez toujours une dans votre pays. Et donc, déjà, dès le départ, nous soutenons l'action pour une raison très simple, c'est que toutes nos associations nous demandent des formations. Ça reste vraiment chaque fois que nous lançons des questionnaires ou nous rencontrons, elles souhaitent donc des formations pédagogiques. Et donc, forcément, naturellement, promouvoir le BELC était une nécessité. Donc, nous faisons ça depuis un certain temps. Dans certains pays, alors ça, je me rappelle, mais c'est vrai que c'est plus rare parce qu'il faut travailler vraiment en amont. Il y a des associations qui ont aidé le poste à organiser le BELC. Quand je dis vraiment aider, je pense à Brasilia il y a quelques années, en mettant à la disposition l'université, en faisant la négociation avec l'université pour la mise à disposition des salles, etc., la gestion. Aussi, lorsqu'on relaie aussi, il faut voir les associations de la région qui peuvent identifier les professeurs pour recommander à d'autres postes ou à l'université, etc., pour pouvoir privilégier certains par rapport à d'autres. Et depuis donc maintenant 2 ans, nous avons donc grâce au soutien du MAE des bourses que nous offrons donc à nos enseignants. C'est-à-dire avec évidemment quelques critères, il faut avoir moins de 35 ans, il faut être actif au sein de son association, parce qu'on espère après aussi une démultiplication de la formation, ça reste toujours ça, lorsque l'argent est compté, on essaie toujours de démultiplier. Et évidemment, voilà, on a un nombre limité, mais on travaille conjointement, on demande aux associations d'identifier, et évidemment des pays proches de la région, du pays hôte qui organise le congrès. Ce qui permet donc d'avoir cette visibilité, on va dire, régionale, tout en motivant l'ensemble des présidents de nos associations à promouvoir, à identifier et donc travailler avec vous ou d'autres postes de la région pour pouvoir envoyer donc des collègues se former et ainsi démultiplier lors de leur retour dans leur pays. Donc, ça fait 2 ans, je pense que ça s'est bien passé. Alors, l'année dernière, c'était un peu une nouveauté. Donc, nous avons eu une réponse assez tardive, mais ça s'est très bien passé. Donc, aux États-Unis et à Dakar. Et cette année, évidemment, nous lançons sur quatre nouveaux Belges. Donc, voilà. Nous espérons évidemment que 2026, cette opération sera renouvelée, mais comme a dit Juliette, voilà, les financements de 2026, je pense que vous connaissez ça, seront divulgués en 2026. Donc, mais a priori, voilà, ça fait partie des priorités. Nous espérons que ça la continuera et nous travaillons pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Diego. Donc, enfin, je rappelle, si vous avez des questions, on pourra prendre un temps d'échange en fin de présentation si vous le souhaitez. Nous poursuivons avec le Belk Estonie qui a compté 72 participants l'année dernière et qui s'est déroulé à Tallinn. Et donc, notre interlocuteur principal était Guillaume Raboutot. Et donc, l'idée de cette intervention, c'était de vous donner voilà, quelques retours d'expérience, mais cette fois-ci sur le montage effectué avec les postes partenaires. Donc, Guillaume, je te laisse la parole. Merci Flora, bonjour tout le monde. Et je commence par d'autres grands mots de remerciement donc à France Éducation Internationale et toute l'équipe, à l'IF Paris qui n'est pas représentée maintenant parce que ça, comme Juliette l'a expliqué, le dispositif a un peu changé, pour nous avoir accompagnés dans cette aventure. Dont je peux dire, même si je suis encore pas très très vieux dans le réseau, que ça a été jusqu'à présent mon plus grand et mon plus beau projet et la réussite dont je suis le plus fier de toute ma vie professionnelle, voilà, c'est dit. Euh, Auquel je pense encore beaucoup. Et là, en voyant certains visages aujourd'hui, j'ai un petit peu de nostalgie qui revient. Donc effectivement, pour donner quelques éléments de contexte, donc j'étais jusqu'à l'année dernière en Estonie, à Tallinn, et on a eu l'idée de monter un BELC régional en fait suite à des discussions avec le département et aussi avec l'éducation nationale pour répondre à un problème stratégique qui se posait à nous suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, en fait, qui fait qu'on a un changement de paysage politique important et un changement dans la demande, notamment linguistique, dans les trois pays de la zone balte, Estonie, Lettonie, Lituanie.
qui fait qu'on a un besoin nouveau de professeurs de français bien formés pour venir en fait remplacer, on va dire, un enseignement du russe qui a vocation à disparaître ou en tout cas à diminuer beaucoup dans la zone. Donc ça, c'était la demande politique et on nous a dirigés vers ce dispositif qu'on ne connaissait pas spécifiquement avant et il n'y avait jamais eu de Belk dans notre zone géographique précédemment. Euh, donc le dispositif initial visait un Belk qui concernait les trois pays baltes, comme je l'ai dit, Estonie, Lettonie, Lituanie, euh, qui faisait face à un problème, à une problématique commune de formation des enseignants. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement en avançant dans notre pré-projet, en discutant, que en termes de masse critique, on risquait, même si on avait le nombre de pays qui correspondaient aux critères, c'est-à-dire un pays organisateur, c'était nous l'Estonie et deux pays partenaires, que ça risquait d'être un petit peu limite parce qu'on parle de tout petits pays avec un nombre quand même assez limité d'enseignants. Et on s'est posé la question de savoir si on élargissait ou non ce BELC et si on l'élargissait à qui. Les Lituaniens ont proposé la Pologne, nous on a proposé la Finlande. Bref, il y a eu des discussions et j'en parle parce que c'est important quand même de bien circonscrire la zone géographique à laquelle on s'adresse. On s'est rapidement rendu compte que si on intégrait par exemple un pays comme la Pologne dans un dispositif, on se ferait largement phagocyter par un pays tellement plus grand où le français a une place tellement plus importante et qui n'a pas forcément les mêmes problèmes que nous. En revanche, en Finlande, pays plus petit, ça semblait coller, donc on s'est tourné naturellement vers la Finlande. Et on s'est pas tourné vers les autres pays nordiques à ce moment-là en se disant que ça risquait aussi de nous échapper. Et puis, un bon moment, en fait, on était déjà bien avancé dans le processus, sur lequel je reviendrai. Quelques moments après, quelques mois après, il y a eu une demande politique, en fait, aussi, émanant de Paris, hein, disons-le clairement, nous demandant s'il serait possible d'envisager d'intégrer l'Ukraine à cette formation dans la mesure où, bah, compte tenu de la situation, il est impossible d'organiser quelques sessions de formation que ce soit sur place en Ukraine. On imagine bien que c'est pas du tout le bon contexte. Évidemment, évidemment, on a répondu favorablement à cette demande qui était tout à fait légitime et qui a été très très bien reçue d'ailleurs, vous imaginez bien, notamment dans les pays baltes, par les populations locales et par nos collègues locaux qui sont, comme quasiment tout le monde là-bas, très solidaires de ce qui se passe en Ukraine. Euh, donc la coordination avec les postes partenaires s'est très bien passée. On avait déjà des habitudes de travail communes. Ça, c'est important aussi de se tourner vers des gens en qui on a confiance. Et c'est encore mieux si on se tourne vers des gens avec qui on a déjà pu travailler par le passé, même si le travail sur le BELC permet aussi de renforcer ces coopérations. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été assez facile et assez naturel parce qu'on sortait d'un moment en 2022 où on a travaillé sur des projets sur la PFUE, etc. Donc on se connaissait bien. Et ça a quand même rendu les choses assez fluides. Et puis, il faut dire aussi que à Paris et notamment à Sèvres, ils nous ont bien aidés en nous donnant pas mal de documentation sur ce qui s'était fait les années précédentes, sur les bonnes pratiques, etc. Ce qui fait que ça faisait un petit peu moins peur, on va dire, aux autres postes quand on est allé les démarcher. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur le montage? Donc, ben, d'abord qu'il faut, quand on monte un bel, qu'il faut pas être trop comptable de son temps, donc il faut envisager que ça va demander un nombre conséquent de réunions et de moments d'échange avec les ACPF en général, hein. C'est souvent à ce niveau-là que ça se passe, mais en tout cas pour nous c'était le cas. Et donc en phase très effectrice, on se voyait bah, toutes les semaines, au moins une heure. Euh, quand, je dirais que j'ai pas fait le compte, ça aurait été intéressant de savoir combien d'heures on a passé sur Zoom ensemble, mais je pense qu'à un moment donné, je voyais plus mes collègues de Vilnius ou de Riga que ma propre famille. Euh, J'exagère un tout petit peu, hein, bien sûr. Encore une fois, toujours dans la bonne humeur.
ce qui était important, c'est on partait d'une problématique commune, mais que même si on a pu définir assez rapidement ce qu'on avait en commun, on s'est rendu compte aussi très vite que on était trois pays, puis quatre pays, puis cinq pays, qui certes avaient beaucoup en commun, mais avaient aussi pas mal de différences. Notamment pour ce qui s'agit, quand il s'agit de monter un programme de formation, il faut arriver à tenir compte des besoins et des demandes de chacun en termes de thématiques, en termes de niveau, en termes de public. J'entendais tout à l'heure Juliette parler des DNL, etc. Parce qu'il y a il y a des pays dans lesquels il y a des établissements à EFE, d'autres comme l'Estonie où il n'y en a pas. Donc, ouais, est-ce qu'on pourrait faire des DNL? Oui, mais nous, ça nous intéresse moins. Bon, je passe les détails, mais il y a quand même toute une phase de négociation qu'il faut pas sous-estimer. Même avec des gens avec qui on s'entend très très bien, quelquefois il peut y avoir un petit peu de friction, un petit peu d'irritant, et ça c'est quand même important d'en tenir compte et d'y aller avec un esprit ouvert. Quoi qu'il arrive, en général, ça finit par toujours se régler. On était aussi dans un contexte d'une zone où on a une relative homogénéité sociale entre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. C'était un petit peu différent avec la Finlande, où le niveau de vie n'est pas le même, où les attentes des professeurs n'étaient pas forcément les mêmes, les capacités à se financer non plus pour un séjour de 5 jours dans une ville étrangère. On parle même pas de l'Ukraine, qui était encore dans une situation très différente. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et dont il faut parler en amont, à savoir quels sont les montages financiers possibles, combien ça va revenir à chacun, est-ce que c'est soutenable? Non seulement en termes de budget global pour le poste, mais pour les participants. Alors nous, on a fait un choix assez robuste et assez rapidement, hein, qui était qu'au moins pour les trois pays du groupe du core group, comment dire, du groupe noyau, on avait décidé de faire en sorte que cette formation ne coûte rien. Donc, on a décidé de mettre en commun toutes les ressources, toutes les recettes, que ce soit la dotation de l'IF Paris à l'époque, qui devient donc dotation du MEAE, mais tous les sponsoring dont on a pu bénéficier, tous les apports du poste, on a tout mis dans un pot commun pour s'assurer que pour les participants, ce serait indolore financièrement, ou en tout cas le moins douloureux possible. Parce on s'adressait à une population dont on savait enfin, qui pourrait pas forcément faire face à des frais colossaux pour se déplacer, pour se nourrir et pour se loger pendant 5 jours. Donc ça, c'était quand même très très important. Et on a réussi, grâce à l'aide, aux aides que j'ai mentionnées précédemment, à tenir cela. Mais encore une fois, quand on met tout en commun, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir de temps en temps des sentiments un petit peu de frustration, parce que nous, par exemple, nos profs, ils étaient quasiment tous sur place, donc ils coûtaient un peu moins cher, etc. Donc là aussi, il faut bien se mettre d'accord, il faut bien en parler, il faut bien anticiper tout ce qui pourrait être un irritant. Et il faut surtout pas hésiter à mettre dans la boucle très très rapidement. Quand on est attaché de coopération, on n'est pas comptable et on n'est pas spécialiste financier et budgétaire. Il faut pas hésiter à mettre dans la boucle tout de suite nos secrétaires généraux et à les mettre en relation avec les gens, notamment à Sèvres. Je pense à Corinne, que je vois pas sur l'écran parce que j'ai pas assez de place, mais qui a passé pas mal de temps aussi désamorcer certaines situations qui pouvaient être un petit peu compliquées par moment. Voilà, ça je l'ai dit. Euh, que vous dire d'autre? Donc après, quand même sur j'ai du temps encore, Flora, ou Ouais, une petite minute une petite supplémentaire. minute, d'accord. Donc juste pour dire, par rapport à une pardon, une des priorités qui a été mentionnée par Juliette tout à l'heure, c'est aussi la formation linguistique. Alors, je sais pas si c'est toujours vrai ou si c'est vrai tout court d'ailleurs, mais on avait décidé, nous, pour la première fois apparemment dans l'histoire des Belges régionaux, d'avoir un pur module de formation linguistique pour les enseignants. Et c'était absolument formidable. Je vous recommande de le faire. Je vous recommande vraiment de le faire. D'abord parce que d'une certaine façon, c'est assez facile de trouver des formateurs en plus, parce que des profs de FLE qui sachent faire ça, c'est assez facile. Et ça a été très très bien apprécié par les collègues.
on a tous, je pense, dans nos pays, affaire à des professeurs dont le niveau de langue n'est pas forcément aussi satisfaisant qu'on le souhaiterait. On avait un peu peur en mettant en place ce module, notamment de la réaction des profs, de leur faire passer le test Evalang qui nous a été mis à disposition par FEI, mais finalement ça s'est vraiment très bien passé. Et si enfin, j'aurais plein de recommandations à faire, mais ça c'en est une. C'est ne pas hésiter à proposer de la formation linguistique, de la remédiation, de l'approfondissement à vos profs. Ce qu'on a choisi nous de faire, c'était de faire plusieurs niveaux de langue différents, pardon. Comme ça, chacun pouvait s'y retrouver. Voilà, dernière petite remarque, le Belk, donc c'est un format très contraint, très dense, très lourd, pas forcément facile à mettre en place, mais on bénéficie d'une marque s'adjoint à un Belk, et on bénéficie de tout l'appui, encore une fois, de Paris, de France Éducation Internationale, de tous les gens qui sont là devant vous, et à la fin, ça fait un très 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 beau dispositif, et c'était très chouette. Et voilà. Merci Guillaume pour ces retours. Effectivement, parfois peut-être intense pour la préparation de cet événement, mais effectivement, on a toujours des retours très positifs et des événements d'envergure. Donc encore merci pour votre investissement sur place et merci pour ton témoignage. Effectivement, nous, ce qu'on peut conseiller sur le travail avec les postes partenaires, c'est vraiment d'identifier les postes partenaires dès le dépôt du dossier lors de l'appel à proposition, puisque voilà, vous n'avez vraiment pas attendre d'être reçu ou non, mais vraiment d'en discuter dès le départ pour être sûr de pouvoir se lancer dans l'aventure à plusieurs. C'est d'autant plus simple, effectivement. Merci encore, Guillaume. Et puis, je passe cette fois-ci la parole à Benoît qui nous rejoint depuis donc Los Angeles. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour Flora, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci, enfin voilà, comme Guillaume l'a dit, on l'a senti à l'écoute de Guillaume, c'est quand même une aventure le Belk. Et donc je suis d'accord avec ça et c'était une aventure vraiment exaltante. C'est l'occasion de remercier l'équipe de FEI qui nous a vraiment accompagnés de main de maître durant tous ces mois. C'était voilà, vraiment très agréable et je voulais souligner l'accompagnement et la qualité de l'accompagnement de l'équipe. C'est pas seulement pour vous remercier, c'est aussi pour faire passer un message auprès de nos collègues qui nous écoutent. C'est effectivement un Belk, ça doit être un projet phare dans votre programmation. Donc, on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup d'attentes, une partie de votre budget. Mais voilà, c'est aussi rassurant de savoir que on est bien accompagné au cours des différentes phases du processus, sur les différents plans qu'implique l'organisation d'un événement de cette ampleur-là. Et donc, voilà, je crois que c'est aussi ce qui fait la réussite de ce genre d'événement, c'est voilà, cet accompagnement, cette relation avec nos partenaires parisiens. Je vais peut-être commencer par vous dire que pourquoi on a organisé ce BELC aussi aux États-Unis. En fait, il y avait déjà eu par le passé un BELC régional Amérique du Nord qui s'était organisé autour du Mexique, mais jamais depuis les États-Unis. Effectivement, on s'est vite rendu compte que ça pouvait faire sens d'organiser un événement tel que celui-ci avec nos collègues du Canada et du Mexique en particulier, avec des points communs, des attentes partagées sur certains domaines entre nos enseignants. Et aussi, on s'est servi du projet pour accompagner en fait une stratégie qu'on venait de lancer au niveau USA, qui s'appelait French for All, enfin, peu importe. Mais c'est pour indiquer qu'on peut aussi utiliser ce genre de projet comme outil au service d'une stratégie locale. Et pour nous, ça faisait sens de ce point de vue-là, de se positionner pour organiser ce BELC aux États-Unis en 2024. Et si je dis ça aussi, c'est parce que du coup, c'était une année, enfin, on a organisé ce BELC au moment où l'activité était particulièrement chargée en fait aux États-Unis, avec le lancement d'un nouveau programme, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets.
Et pourtant, bon, on y est arrivé. Donc, je pense qu'il y a voilà, des façons peut-être de s'organiser et de penser la projection sur l'année de préparation du BELC qui permettent finalement de simplifier un petit peu la façon de fonctionner et d'arriver à la fois mener le projet à bien et puis en parallèle d'assurer bien sûr la bonne marche des autres projets et du reste de votre programmation qui effectivement est voilà, forcément dense. Et donc le mot de simplification, c'était vraiment un leitmotiv. C'était vraiment très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu tout de suite. Donc effectivement, au niveau de la procédure d'inscription, on s'est très vite positionné sur le choix d'un système de bourse. Et je crois que finalement, c'est aussi un petit peu ce qui avait été dit précédemment. Mais c'est-à-dire que voilà, on a voulu simplifier au maximum cette question-là pour ce qui a eu des conséquences, on va y venir, mais voilà, pour aussi se rassurer en termes de temps et de gestion. Et donc, on a proposé d'offrir finalement le BELC à nos professeurs. Et bien sûr, en mettant en place des partenariats, comme Guillaume l'a expliqué, avec la FIPF. Merci, ça faisait plaisir aussi de retrouver Diego tout à l'heure. Nos postes du Canada, avec le réseau des Alliances françaises du Canada et l'Institut français d'Amérique latine au Mexique, qui nous ont aussi également soutenus en proposant des bourses pour leurs propres apprenants. Ça a été très important. Mais donc voilà, cette idée de simplifier, de proposer un système de bourse, c'était central pour nous. Un mot tout de suite sur l'impact quand même au niveau du dimensionnement du BELC, c'est-à-dire que bon, on a bénéficié d'un financement de l'IF, on a bénéficié bien sûr d'apports en nature de notre partenaire, qui était une université de San Diego State, enfin une importante université publique de la ville de San Diego. Et ensuite, le SCAC, enfin le service culturel, a pris à sa charge le BELC. Donc, on a proposé un BELC qui, entre guillemets, s'est limité à une grosse cinquantaine de participants. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus voilà, dans un autre contexte, mais voilà, c'est un choix qu'on a pris dès le départ, qu'on a assumé. Au final, qu'on n'a absolument pas regretté. Hein. C'était vraiment c'était vraiment une très belle expérience. Les échanges entre les enseignants étaient super, avec les formateurs aussi, bien sûr. Mais voilà, il faut le savoir dès le départ. On a le contre-coup, enfin, de cette simplification, c'était aussi ce caractère un peu limitatif. Pour un BELC régional, 50 participants, voilà, c'est pas nécessairement énorme, mais c'était voilà, tout à fait posé dès le départ avec nos partenaires et avec FEI. Sur le process de candidature en lui-même, bon, bah, on communique sur nos sites post et on relaie le process d'inscription qui est en réalité implémenté sur le site et la plateforme proposée par FEI. Je trouve que c'est assez simple au final pour les professeurs de s'inscrire, CV, lettre de motivation, un formulaire proposé par FEI qui permet bien de préciser leurs besoins. Et on a vu parfois, il pouvait y avoir des candidatures qui paraissaient pas extrêmement cohérentes. Et donc, ça demande vraiment un suivi sur tout le processus pour arriver à bien s'assurer que les professeurs s'inscrivent pour de bonnes raisons et je dirais vont suivre des formations qui sont vraiment adaptées à leurs besoins. Mais là encore, c'est l'accompagnement régulier. Je ne sais plus vraiment le rythme de nos réunions, mais c'était vraiment assez régulier et ça a permis de gérer ces questions-là au fur et à mesure et ça s'est passé de façon très fluide. Je voulais voilà, vraiment insister là-dessus. J'ai parlé du suivi avec nos partenaires clés. Une deuxième conséquence peut-être de ce système de bourse, on peut le dire maintenant, on avait un petit peu peur des désistements. Alors là, ça tient beaucoup aussi à une façon peut-être de fonctionner aux États-Unis en particulier. C'est-à-dire qu'ici, enfin, c'est l'expérience qui commence à parler pour ma part. Il ne faut pas hésiter à faire payer en réalité les participants à nos actions. Voilà, pas beaucoup,
mais ça permet de les engager finalement à participer, ne serait-ce que pour des conférences tout au long de l'année, ce genre de choses. Et donc là, nécessairement, pour un Belge, on s'était dit, bon, il y a peut-être une prise de risque, puisque c'est finalement gratuit en dehors du transport, peut-être qu'on va avoir des désistements, etc. Donc on avait une liste d'attente, on avait anticipé tout ça. Mais la bonne surprise, c'est qu'on n'en a pas eu, enfin on en a eu deux. Euh, voilà, ce qui était normal. Enfin, je pense que dans tout projet, il y a nécessairement des désistements parce que le process est assez long et donc il peut se passer différentes choses entre le moment de la candidature, de l'inscription proprement dite et la réalisation de l'événement. Mais enfin, deux, c'était plus qu'acceptable et c'était voilà. Donc en réalité, c'était aussi c'était quelque part dès le départ, on a bien vu la solidité de ces candidatures, de ces inscriptions. On ne doutait pas du tout de la qualité du programme, mais voilà, c'était quand même très utile pour nous de constater ça. Euh, peut-être que je peux dire un mot, Flora, je ne sais pas si Yoel est avec nous, que je peux dire un mot aussi de la simplicité ou de la simplification au niveau qu'on a voulu mettre en place au niveau de l'accueil, tu vois, parce que je trouve que ça fait partie un peu de cette même philosophie qui était de se dire de simplifier au maximum le process depuis le début, mais pas seulement du point de vue des participants, de leur gestion, je dirais, mais aussi du point de vue de nos partenaires sur place. Donc, comme je vous l'ai dit, on a décidé de s'associer avec cette université de San Diego. On s'est associé avec eux pour gérer les différents plans de l'organisation, en fait. Donc, évidemment, les espaces de formation donc, qui nous ont offerts sur leur joli campus. Là aussi, enfin, on pourrait, je pense que Guillaume et moi, on serait intarissables pour parler longtemps de différents aspects d'un Belk, mais voilà, on avait choisi un lieu qui était assez iconique et qui a aussi, j'ai participé, je pense, au succès de l'événement. Donc, des espaces de formation, des espaces de restauration qui étaient ceux de l'université, donc extrêmement bien rodés, voilà. Donc ça, c'était pas gratuit, mais voilà, ça faisait partie de la négociation que le poste a eu avec l'université. Et aussi le logement. Ben voilà, les universités américaines disposent de toute une gamme de logements variés en réalité, hein, pour l'accueil de leurs étudiants ou de différents types de publics. Et donc, voilà, là aussi, discussion avec l'université en amont pour voir quel logement était adapté à nos besoins, etc. Mais quand même, le fait d'avoir l'université comme partenaire principal, ça a quand même ça a quand même facilité énormément cette préparation en amont. Et donc, à la fois, parce qu'en réalité, tout se gère en parallèle, c'est-à-dire le processus d'inscription et l'aspect logistique avec votre partenaire se gère voilà, en parallèle les mois précédant l'événement. Mais du fait d'avoir simplifié le process d'inscription et la gestion locale, en fait, c'était extrêmement confortable. Et par ailleurs, enfin, je trouve aussi que ça nous a permis, alors là, on n'est pas forcément, c'est pas vraiment une question de simplification, mais en tout cas, le fait d'avoir choisi, je veux dire que le choix du partenaire local est très important. Voilà, il y a autant de possibilités voilà, je dirais que ça dépend de vos intérêts et aussi des partenariats que vous pouvez pousser. Mais je dirais que nous, ça a changé nos relations avec cette université. Voilà. Depuis tant dans on avait en réalité une opportunité, et bien sûr, on avait déjà des relations avec cet établissement, mais le fait d'y organiser le BELC, ça a clairement voilà, renforcé nos relations. Je le vois encore, là, on a un événement universitaire qui va se dérouler dans quelques jours, maintenant à San Diego, un salon local, et on voit en fait, on bénéficie encore, on surfe encore un peu sur l'effet Belk du fait de ce qu'on a pu mettre en place avec cette université durant les mois passés. Qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu? Oui, peut-être juste un mot aussi. Le fait d'être sur un site unique localement, c'était vraiment chouette pour l'aspect, je dirais, effet de groupe.
échange entre les participants. Voilà, ils sont vraiment restés ensemble durant toute une semaine. Je crois que ça a participé du succès de cette opération. Et ça explique aussi en partie pourquoi on m'en parle encore aujourd'hui. Voilà, c'était à la fois plus simple de gérer le groupe puisqu'ils étaient sur un site unique tout le temps. Et en même temps, ça a multiplié les échanges. Vous savez comment tout ça de façon générale, je pense que on organise des événements, les formations sont le cœur du projet. Et en fait, c'était super satisfaisant de voir comment les échanges continuaient en fait entre les modules, au déjeuner. Voilà, on était sans cesse en train les différents publics se croisaient et échanger sur ce qu'ils avaient voilà, appris avec les formateurs, bien sûr. Et donc, cet effet de groupe était vraiment super. C'était super appréciable. Peut-être que voilà, je sais pas si Flora, je peux peut-être m'arrêter là et on peut Bah, répondre, bien sûr. oui, enfin, enfin, nous, je pense qu'en termes de temps, on arrive un petit peu au terme de ces échanges. On va juste poursuivre avec quelques petites consignes pour le dépôt des dossiers. Je peux juste faire un petit commentaire, Flora. Oui, vas-y, Parce bien que sûr. là, c'est vraiment l'aspect pratique justement qu'on a eu Oui, avec les États-Unis, c'est faire ce paquet. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, justement, lorsqu'on avait négocié, vu que les budgets viennent tardivement, l'identification des participants aussi a pris beaucoup de temps. Et donc, on a réussi avec Benoît, on a dit, bah, tiens, on aura tant de places, il nous a bloqué, et en fait, tout est inclus. On a juste eu à évidemment prendre le billet en charge, le problème de visa, etc. Et ensuite, on a fait une convention avec le poste et on a fait le virement pour tout le reste, c'est-à-dire l'hébergement, la formation, évidemment. Et cela, pour le partenaire, ça fait un gain de temps énorme, surtout qu'on n'en avait pas beaucoup. Donc, cette formule était vraiment parfaite. Et si j'insiste autant, c'est que ça ne s'est pas fait tout le temps, pareil. Donc vous imaginez bien quand vous n'êtes pas du pays et qu'on vous donne une liste de 15 hôtels pour aller c'est pas vérifier facile, quels sont les effectivement. hôtels qui sont encore disponibles, les chambres, les hôtels ne sont pas dans les mêmes coins de la ville, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas les embouteillages. Bon, voilà, c'est donc un lieu unique, je pense que c'est excellent, c'est ce que nous faisons aussi dans tous nos événements, que ça permet justement de créer des liens entre les participants, mais aussi de faire une formule. Pensez aussi à vos partenaires qui ne connaissent pas votre pays, votre ville, votre réalité. Vous vous dites, bah, tiens, ça, tout ensemble, ça va nous coûter tant. Après, on fait une convention. Évidemment, le virement, voilà, l'aspect financier se fait après. Donc, ça a été vraiment excellent. Voilà, bah, d'où notre invitation à en être ravis aussi de ces échanges. Et on avait eu effectivement des retours sur comment faciliter l'accueil des inscrits. Merci encore Benoît et donc Yoël qui t'a aidé dans ces opérations. Effectivement, plus c'est simple et plus vos partenaires vous remercieront après, effectivement. Et pour revenir peut-être sur le suivi des candidatures, c'est vrai que nous, on demande au poste organisateur de pouvoir finaliser les inscriptions un mois avant l'événement, mais effectivement, c'est pour aussi se donner le temps de vérifier chaque profil et d'être sûr que chaque inscrit est bien dans le bon module et qu'il bénéficiera, pardon, d'une semaine de formation vraiment adaptée à ses besoins. D'où nos réunions, c'est vrai, peut-être un peu parfois précoces elles donnent cette impression, mais vraiment c'est dans un souci de qualité, comme vous pouvez le voir. Merci encore Benoît pour ton intervention. Merci Diego également pour ton témoignage. Je poursuis. Alors on va essayer d'être rapide avec Maëra, si tu peux nous donner quelques consignes pour tout simplement déposer sa candidature. Ah, ton micro, on t'entend pas, Mayara. Pardon, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Super. Merci Flora. Donc effectivement, la procédure de l'appel à proposition, vous la trouverez dans son intégralité sur le site de France Éducation Internationale, sur la page Organiser un BELC régional, qui vous suffit de taper dans votre moteur de recherche Organiser un BELC régional et vous tomberez directement dessus. Donc, la réponse de l'appel à proposition, c'est simplement un document dans lequel on vous demande de remplir des rubriques pour que FEI puisse avoir une idée ou une vision de votre projet, tant dans sa définition que dans sa
projection. Et dans ce cahier des charges, les rubriques qu'on vous demande de renseigner concernent notamment la structure organisatrice, le contexte dans lequel s'inscrit le BELC, la zone géographique concernée, le public, ainsi que les pays partenaires dans le cas d'un BELC-Zone. Il vous sera également demandé d'informer l'estimation du nombre de participants. Donc, je vous rappelle, comme Flora nous a dit, c'est un minimum de 60 pour un Belk zone et minimum de 80 dans le cadre d'un Belk pays. Il vous faudra également décrire le lieu de formation envisagé afin que nous puissions vérifier qu'il répond aux conditions nécessaires pour accueillir les participants. Et il est aussi important de préciser les modules que vous souhaiteriez proposer ou encadrer, ainsi que les dates envisagées pour la formation. Donc, deux propositions de dates sont demandées, mais il est essentiel de les choisir en tenant compte des disponibilités des intervenants et des futurs participants. Et une fois que ces rubriques sont remplies, vous pouvez nous envoyer le cahier des charges à l'adresse que vous pouvez voir ici sur notre diapo et sur notre page. Et donc, nous, on étudie votre appel à proposition et on vous notifie des résultats au mois de septembre, plus précisément 30 septembre. Alors, pour que vous puissiez remplir ce cahier des charges, on met à votre disposition d'autres documents, bien sûr. Donc, le règlement 2025, la liste des modules et le VADMECAM. Et donc, ces trois documents viennent en soutien et lucides avec beaucoup de détails, tous les éléments du BELC. Ceci étant dit, effectivement, une fois que vos candidatures sont étudiées et si elles sont retenues, FEI vous accompagne. Et s'il y a des modifications qui sont nécessaires, on vous accompagne pour faire tout ça, ne vous inquiétez pas. Et aussi, la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 31 juillet. Et juste une dernière chose, j'aimerais insister sur un point que les différents témoignages d'aujourd'hui ont bien mis en lumière. Le BELC, c'est un projet assez dense et qui demande donc anticipation et réflexion. Et alors, il faut bien compter quelques semaines pour regrouper toutes les informations qui seront nécessaires à la réponse à l'appel à proposition avec assez de détails. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'appel à proposition, l'essentiel. Et donc on passe maintenant à un petit moment pour les conseils que nos intervenants partageront avec vous. Donc, quels conseils donneriez-vous au futur poste organisateur des BELC régionaux 2026? Donc, je vous invite les intervenants qui veulent parler, donner un petit conseil. Je peux dire, bon, on va intervenir comme ça, Guillaume. Vous m'entendez? Oui. Bon, bien sûr, le premier conseil très original, c'est allez-y, foncez, c'est super. Mais on le pense sincèrement. Voilà, bien sûr, c'est un sacré projet, ça s'anticipe. C'est aussi pour ça que c'est très bien. Je le disais à Flora l'autre jour, le fait d'avoir des réunions extrêmement en amont de l'événement, en fait, ça peut, comment dire, on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, c'était un tout petit peu surprenant. En fait, c'était nécessaire avec le recul, je me rends compte, pour bien pouvoir planifier, s'organiser, être sûr que rien n'est oublié et être tranquille, en fait, et aborder sereinement cette année qui s'écoule. Donc c'est effectivement du travail, mais c'était voilà, on en recueille encore les fruits aujourd'hui ici. Et voilà, et je recommande vraiment de se lancer dans l'aventure. Peut-être juste un mot aussi sur je dirais, l'aspect RH, l'aspect ressources humaines. Je parle pas vraiment de la préparation, mais durant l'événement lui-même. Un élément qui nous a aussi beaucoup tranquillisé et qui nous a permis de nous adapter, en fait. Parce que dès que vous organisez, vous savez comme nous, donc dès que vous organisez quelque chose, vous avez forcément des petites choses qui vont pas se passer comme prévu, etc. Il faut s'adapter, trouver des solutions, donc c'est normal. Et là, on avait quand même une équipe, enfin, on avait mobilisé donc j'avais Yoel qui était là, moi et une stagiaire. Donc on était toujours trois pour nos trois espaces de formation. Alors c'était quand même très confortable. Ça a permis pareil, on était bien coordonnés aussi entre nous.
ça a permis de vite gérer des petits couacs éventuels, hein. Une salle qui n'est pas ouverte en temps et en heure par l'université, on réagit tout de suite, etc. Lors de l'inauguration, je voyais que l'université avait été un peu légère au niveau du petit déjeuner. On est vite allé au supermarché du coin, acheter deux, trois trucs en plus. Tout en restant dans la salle et sans abandonner nos participants. Je précise. Mais justement, parce on était suffisamment nombreux, enfin, je veux dire, on était en tout cas, je trouve, correctement dimensionnés sur place pour pouvoir faire face à des petits imprévus. Et voilà, ce qui permet aussi de ne pas être trop stressé. Et je pense que c'est ressenti par nos participants. Enfin, ils le voient, ça. Donc voilà, je vais parler d'un petit conseil RH. Et un dernier mot pour San Diego. Peut-être le choix de la date. Je ne sais pas si Guillaume avait un enjeu particulier pour sa date. Il va nous le dire peut-être, mais pour nous, en fait, on avait le congrès de la principale association de professeurs de français américaine qui se déroulait à San Diego juste avant. Et donc, on avait calé notre date de Belk sur ce créneau-là, en se disant voilà, qu'on allait aussi bénéficier d'un effet de présence de certains participants sur place. Au final, effectivement, on a eu plusieurs profs qui ont fait, c'était durant l'été aussi. Donc voilà, les enseignants avaient un petit peu de temps et certains ont continué, en suivi ce BELC après avoir bénéficié du congrès de cette association. Pour nous, c'était aussi un peu stratégique de ce point de vue-là et aussi pour marquer notre partenariat quelque part avec cette organisation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ah, et aussi un dernier tout petit mot, on avait des publics dont les attentes étaient assez diverses. On a un fort enjeu au niveau du DNL ici aux États-Unis. Donc on avait des profs de FLE, des profs de DNL, etc. Et ça a participé et je ne sais pas, j'imagine que c'est pas nécessairement toujours le cas. Mais en tout cas, pour nous, ça a été super intéressant aussi pour les échanges entre les enseignants tout au long de la semaine. Euh, c'est, c'est, euh, ces échanges voilà, entre ces différents publics sur place. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Mais je vais laisser la parole à Guillaume. Merci Benoît, pas de problème. Oui, concernant la date, bah, ça c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, on s'en est rendu compte, parce que quand on travaille avec plusieurs pays, on travaille avec des calendriers différents, des calendriers scolaires, etc. En fonction des pays aussi, il est plus ou moins facile de voir les chefs d'établissement et les ministères laisser leurs professeurs partir. Donc nous, on a choisi une date au début du mois de juin, en fait, qui correspondait à la fin de l'année scolaire, début des vacances d'été ou dernière semaine de classe pour ce qui concernait l'Estonie. Et ça n'a pas été du tout une évidence. Donc effectivement, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte assez rapidement dans le processus. Sinon, bah, je rejoins ce que tu as dit sur le lieu. Nous, on a pu tout faire dans une seule et même université, l'université de Tallinn. Alors bon, Tallinn, c'est pas San Diego, c'est un village, donc c'est plus facile, mais quand même. Et pareil, on avait mis tous les participants dans le même hôtel. C'était l'avantage de l'effet bourse aussi, puisqu'on avait choisi une formule unique. Et effectivement, ça crée une dynamique totalement différente. En plus, l'hôtel était à 5 minutes de la fac, donc il y avait un petit effet campus. Tout le monde se déplaçait en même temps dans la ville, etc. Donc c'était vraiment très très positif de ce point de vue-là. Voilà. Je pense que sinon j'avais donné déjà pas mal de petits Je conseils conseille. lors de mon intervention. Ok. Je ne sais pas si Juliette ou Diego, vous aviez un conseil également, ou on peut passer comme vous voulez. Vous avez pensé à quelque chose? Là, on l'a déjà abordé, je l'ai abordé donc, pour le cas des États-Unis. Hein, donc, franchement, Ouais, un l'offre lieu unique, unique, ça, c'est un excellent. forfait all inclusive. Voilà, là, évidemment, en tant que FIPF, c'est dire, voyez avec votre association, déjà pour identifier bah, les besoins, le programme, etc., identifier les enseignants. Et je dirais l'autre aussi pratique, c'est éviter le premier semestre de l'année. Vous comprenez bien pourquoi, voilà, mais sinon, le plus tard possible. Voilà. Merci Diego. De notre point de vue, peut-être, Flora, pour conclure, pour les collègues qui verront peut-être ce message
en replay. L'idée aussi pour nous, c'est de bien vous coordonner avec les événements régionaux qui pourront avoir lieu dans votre zone. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, donc, il y aura le BELC régional, on essaye un par zone, et puis il y aura aussi un rendez-vous par an régional qui sera coordonné par l'Institut français. Donc ça, il faut aussi voilà, bien caler les dates, hein, Benoît en parlait. Des fois, c'est bien d'être prêt, des fois, au contraire, on se cannibalise. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc vraiment, ayez ce dialogue avec vos collègues. Il y a aussi les rendez-vous 4 par zone aussi l'année prochaine pour les établissements labellisés France Éducation. Donc, voyez si effectivement tout ça s'harmonise, si les événements peuvent tourner, plus les congrès de la FIPEF, bien sûr, hein, Diego. Donc voilà, qu'on puisse essayer d'avoir une présence de rassemblements régionaux qui soit harmonisée au sein d'une même zone. Donc nous, on déconseille plutôt aux postes qui voudraient prendre à la fois dans la même année et un BELC régional et un congrès et un BELC régional et un rassemblement Label France Éducation. L'idée, c'est que ça tourne et puis que ça soit un peu harmonisé pour qu'on puisse un peu servir tout le monde en termes de projection sur l'attractivité de la langue française. Donc voilà mon conseil, le dialogue avec vos collègues dans la zone. Merci Juliette. Donc, on a aussi un petit moment pour les questions, mais on n'a pas de questions ni sur le chat, ni sur notre outil de questions. Est-ce que vous avez donc quelques questions? Vous pouvez dire maintenant. Sinon, Sinon, effectivement, on a un petit peu dépassé de 5 minutes par rapport au début du webinaire. Juste peut-être pour dire que nous sommes disponibles, donc voilà, vous avez la page contact qui s'affiche. Nos contacts sont également disponibles sur le site internet de FEI. Si aucune question n'apparaît, ben, je profite encore une fois de l'occasion pour remercier chaleureusement nos partenaires et les postes organisateurs 2024. Un grand merci pour avoir consacré ce temps de retour, de conseils à peut-être nos futurs BELC régionaux 2026, je l'espère.